À quelques jours du coup d'envoi de Roland-Garros, notre invité, Justine Henin. Justine Henin, bonjour. Bonjour. Alors, c'est une journée un petit peu particulière. Nous sommes le lundi 9 mai. Journée particulière parce que vous avez inauguré, lancé ce lundi matin du côté de Liège, votre fondation, la fondation Justine Henin. En tout cas, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour votre invitation. Avec nous également Yves Simon, il a suivi votre carrière. Ça fait 25 ans qu'il est là. Salut Yves. Bonjour. Alors, Justine. Durant ces prochaines minutes, on va évidemment longuement parler de votre fondation. On va aussi parler évidemment de vos différents projets, de Roland-Garros qui arrive bien entendu. On a aussi quelques petites surprises pour vous. Des gens qui vous connaissent bien ont souhaité témoigner. Donc on entendra tout ça tout à l'heure. Mais avant toute chose, Yves, on l'a dit, qui vous connaît bien, se prête au jeu du portrait. Alors résumé Justine Henin en moins de 2 minutes. Yves, est-ce que c'est possible? En tout cas, c'est le défi que l'on vous donne tout de suite. Je vais essayer de gagner mon match. 1er juin 1982, Martina Navratilova s'apprête à gagner son tout premier Roland-Garros. Mais l'événement se passe à 373 km exactement de là. Merci via Michelin, à recours de tennis. Une petite Justine Henin, avec des grands yeux ouverts, déjà curieuse de la vie et de tout ce qui l'entoure. Elle aurait pu être la nouvelle Jean-Mi du ping-pong, car c'est le premier sport qu'elle pratique à 4 ans, à la maison, avec des parties interminables avec ses frères David et Thomas. À la maison de la Poste de Rochefort, où travaille José, son papa. Elle aurait pu être la première Tessa Villard du football belge, car la petite Juju est aussi la redoutable attaquante des Minimes de Rochefort. À 8 ans, elle fait pleurer son premier garçon. Il est gardien de but et Justine vient de lui enfiler 8 goals à elle seule. La gamine est une touche à tout, avant de tomber en pamoison devant une raquette de tennis, une donnée grise, qu'elle ne quitte plus. Tapant d'abord la balle dans la cuisine, avant de passer des heures sur les cours où on remarque déjà son œil sur la balle, son incroyable coordination. Le début d'une fabuleuse histoire, avec des parents qui la conduisent partout pour ses premiers tournois. À 10 ans, elle vit un rêve. Elle assiste sur le central de Roland-Garros à la finale entre Steffi Graf, son idole, et Monica Seles, assise en face de la chaise de l'arbitre. Elle tire sur la robe de sa maman, Françoise, enseignante secondaire à l'école des Sœurs de Rochefort, et lui dit « Un jour, tu verras, je serai sur ce tour où je gagnerai Roland-Garros ». Malheureusement, à 12 ans, la petite Juju perdra sa maman qui lui a appris le respect et la ténacité. Mais elle tiendra sa promesse avec cette flamme qu'on n'éteint jamais dans un cœur de petite fille. Pas 4 fois, mais 5 fois. Car il ne faut pas oublier que Justine Henin a d'abord remporté Roland-Garros chez les juniors, à 15 ans, en 1997, l'année où Philippe de Wulf a aussi enflammé le secours de Roland-Garros. Ça fait donc 25 ans qu'on se connaît, Justine. Mais évidemment, la première date historique de la carrière de Justine, c'est le fameux 7 juin 2003. Où elle remporte 6-0, 6-4, l'incroyable finale 100% belge, rendez-vous compte, face à Kim Clijsters, dans un central de Roland-Garros noir, jaune, rouge, devant le roi Albert II, la reine Paola, devant toute une Belgique en ébullition. J'espère qu'au paradis, tu es fière de moi, maman. Un message émouvant que Justine pourra répéter lors de chacun de ses 43 sacs conquis, dont un total de 7 grands chelems, 2 masters, 1 médaille olympique et 117 semaines passées sur le trône mondial, pour faire bref. Avec en exergue ce fabuleux revers à une main que l'ineffable John McEnroe a qualifié de plus beau coup du tennis. La fabuleuse carrière de Justine s'arrête avec un coup de meurtri en janvier 2011. Mais Justine continue d'être une touche-à-tout, épanouie dans sa nouvelle vie de famille. Elle se livre toujours à 100%, comme jadis sur un cours, que ce soit au sein de son club, de son académie, au sein de sa fondation, ou dans son rôle de consultante télé. La grande Lali et le petit Victor peuvent donc aussi être très fiers de leur maman, qui passera un nouveau cap 40, ce fameux 1er juin. Donc, avec un petit peu d'avance, bon anniversaire, Justine. Merci, Yves. Il a été beaucoup plus long que prévu, plus de 2 minutes, mais bon, voilà. C'est complet. Je pense qu'il a été complet et correct. Ça rappelle beaucoup de belles choses, donc merci. On est donc toujours dans Showbuzz et donc en ce lundi 9 mai, donc journée particulière pour vous, championne olympique. Vous avez gagné 7 tournois du Grand Chelem et aujourd'hui vous lancez donc la Justine Henin Foundation ou la Fondation Justine Henin. Alors de quoi s'agit-il ? La Fondation Justine Henin, effectivement, est une fondation toute fraîchement créée, mais c'est une continuité de pas mal d'activités et d'envies que j'ai eues par le passé. C'est vrai que j'ai toujours eu envie de m'engager d'une manière ou d'une autre. Quand je suis devenue numéro 1 mondial, c'est un peu une notoriété
j'ai envie de dire presque qu'il m'est tombé dessus, parce que moi j'aimais jouer au tennis, les à côté n'est pas toujours facile à vivre, et surtout il fallait que je donne du sens à tout ça. J'avais du mal parfois à comprendre aussi cette notoriété, j'avais envie d'en faire quelque chose, et c'est vrai que les enfants, j'en ai toujours eu beaucoup autour de moi, je suis marraine 5 fois, et j'ai toujours adoré les enfants, et puis la maladie, bon on le sait, j'ai été touchée par la maladie de ma maman, alors m'engager auprès des enfants malades d'une manière ou d'une autre, c'était vraiment un souhait que j'ai réalisé en fait à travers différentes étapes, d'abord en soutenant une association, puis en 2008 en créant Justine for Kids, dont la mission était de pouvoir apporter un petit peu de bonheur et de répit aux enfants malades porteurs de handicap en Belgique. Et donc pendant 10 ans avec Justine for Kids, on a vraiment essayé d'apporter un petit peu de réconfort, un petit peu de sourire dans la vie de ces enfants frappés par la maladie et frappés par la souffrance, ainsi que leur famille. Et donc pendant 10 ans, nous avons organisé beaucoup d'activités, des voyages thérapeutiques, beaucoup de partage avec ces enfants et ces familles. Et je garde avec moi ces sourires merveilleux. Je travaille avec une équipe aussi autour de moi, de bénévoles notamment très engagés. Donc ça a été une aventure extraordinaire. On avait un grand rêve, c'était de pouvoir construire une maison de répit. Ça, c'était un rêve que je m'étais fixé, et on était vraiment très proche d'aboutir. Et presque au moment de poser la première pierre, je me suis rendu compte à quel point ce projet allait être très lourd à porter à différents niveaux. Et j'ai fait marche arrière, ce qui est quelque chose qui me ressemble peu, parce qu'en général, je suis plutôt persévérante. Je vais au bout des choses, voir au-delà. Et là, j'ai senti qu'il fallait mettre un petit coup d'arrêt, se poser, réfléchir, et j'ai décidé d'abandonner ce projet et ce rêve. Et là, ça a été la remise en question, et décider de repartir d'une page blanche, assurer une continuité, parce que les enfants malades ou porteurs de handicap, on peut être touché par plein de choses dans la vie, on peut soutenir plein de causes, il y a tellement de souffrances et tellement de choses à faire. Pour moi, c'est vrai que c'est ce qui me touchait particulièrement. Et on a créé un groupe de réflexion, en fait, pour se dire, on a fait ça pendant 10 ans, qu'est-ce qu'on va faire dans les 10 années à venir au moins? Et donc on a réfléchi avec des acteurs du monde médical, avec des parents, avec des médecins, avec des psychologues, avec des personnes du monde de l'entreprise, avec beaucoup d'intervenants. Et donc ça a vraiment été un processus collectif. Finalement, la question du sport est arrivée sur la table assez naturellement. Les gens me disent, mais pourquoi le sport n'est-il pas inclus dans la mission? Et là, on a travaillé, on est arrivé à la conclusion que la mission de la nouvelle fondation Justine Hénin, ce serait de favoriser, d'encourager la pratique sportive auprès d'enfants malades ou porteurs de handicap. On s'est vraiment aussi basé sur des témoignages de médecins, des personnes du monde médical qui nous disent, et on en est convaincu, que cet apport peut être quelque chose de très bénéfique dans la guérison des enfants, mais aussi sur le fait de reprendre confiance en eux, de s'intégrer socialement à des activités. Et donc la fondation va porter cette mission à travers différents projets dans les années à venir. Et en fait, vous allez soutenir Jim and Joy, c'est ça? Tout à fait, oui. Via un projet qui existait déjà oui. Au Mont-Liégien, au CHC à Liège, c'est ça? Tout à fait. Alors, dans le groupe de réflexion que nous avions créé pour réfléchir à la nouvelle mission de la Fondation, a participé Stéphane Schifflers, qui était un pédiatre oncologue du CHC de Liège, qu'on connaissait depuis longtemps parce qu'on emmenait des enfants d'hôpitaux à Liège. Et Stéphane nous avait accompagnés lors de différentes activités de Justine for Kids. Et donc Stéphane était une ressource incroyable pour nous parce qu'il était dans le domaine médical, un côté profondément humain. On est un peu émus parce que Stéphane nous a quittés récemment et le projet Jim and Joy était son bébé, donc il est venu réfléchir autour de la fondation avec nous. Puis d'un autre côté, au Mont-Liégien à Liège, au sein du groupe CHC, c'était développé ce programme Jim and Joy, financé en partie par la Fondation contre le cancer, parce que c'était un programme dédié exclusivement aux enfants atteints d'un cancer. Et donc Stéphane s'est dit, mais votre mission et notre projet, il y a peut-être quelque chose à faire. Donc ça a été une vraie rencontre. Stéphane a créé les conditions pour qu'on puisse échanger avec son équipe. Et en fait, c'est devenu très naturel pour nous de pouvoir venir renforcer ce projet, donc qui existait, qui fonctionnait. Mais c'est vrai qu'on peut imaginer que la vie des médecins est bien remplie, aussi de tout le personnel au sein de l'hôpital. Et donc, intégrer la place de l'activité sportive adaptée, c'était quelque chose de nouveau. Hein, ça n'existe pas vraiment en Belgique, en tout cas tel que le programme Jim and Joy. Et donc, on s'est dit, on va apporter un mécénat de compétences pour vraiment structurer le projet et aussi pouvoir le faire grandir et le développer. Donc, c'est comme ça que nous avons apporté notre premier soutien à ce projet Jim and Joy, avec des soutiens qui vont venir aussi, puisqu'on aimerait bien créer des conditions avec la construction des conditions encore plus optimales, avec la construction d'un terrain multisport. On sait que les enfants, c'est pas facile pour eux de pouvoir aller faire du sport dans les clubs aux alentours, et donc pouvoir apporter vraiment les conditions idéales pour qu'ils puissent avoir une activité physique collective, en sachant qu'il y a aussi toutes des séances individuelles qui
sont faites pour eux, ça va être un plus énorme. L'idée, c'est potentiellement, on l'espère, c'est convaincre d'autres en pédiatrie, amener des conditions pour que peut-être le programme Gym Enjoy, en tout cas c'est l'ambition, puisse se dupliquer ailleurs en Belgique. Pour être clair, on dit bien Gym Enjoy, à ne pas confondre avec d'autres marques. Non. Gym de gymnastique, exactement. Le sport on va dire, et c'est Joy le bonheur, oui. C'est ça. Bien sûr, c'est le plaisir à travers le mouvement, parce que évidemment, il y a eu toute cette question de la connotation du sport, Justine Hénin, sport, ça fait vraiment sport de haut niveau, et c'est pas du tout de ça dont on parle évidemment. Moi, faut savoir qu'à dans mes projets, bien sûr qu'on a des projets de formation de haut niveau dans mon académie, mais j'ai aussi des petits bouts de 3 ans qui commencent par la psychomode, des enfants de 4, 5 ans qui commencent le tennis, des ados pour qui c'est du pur loisir, ou des adultes. Et donc, c'est vrai que toute la question du plaisir à travers l'activité physique, elle est très très présente. Et puis, on le voit socialement, je le vois avec mes enfants, on le voit à travers nos enfants, c'est un lieu où ils peuvent partager des choses, aussi un lieu où ils peuvent trouver de la confiance en eux, se dépasser. Donc ce sont des valeurs évidemment qu'on souhaitait véhiculer, et donc oui, le mouvement dans le plaisir. Et donc on est loin du sport de haut niveau, mais on est proche des valeurs que j'essaye de véhiculer, oui. Et quelque part on peut penser que le sport évidemment c'est l'épanouissement et tout ça, mais même là au CHC vous avez eu des réunions avec des scientifiques, avec des médecins qui vous ont assuré qu'effectivement on pouvait considérer le sport comme un médicament presque. Bien sûr, mais ça c'est un peu l'ambition justement de l'équipe aussi au CHC. C'est vrai qu'on a créé un comité de pilotage, donc il y a vraiment la fondation est représentée au sein de ce comité de pilotage dans lequel je suis membre. Il y a évidemment les médecins qui ont créé ce programme, les médecins qui le coordonnent aussi sur place, les infirmières, Maud qui est la préparateur physique justement qui participe au projet Gym Enjoy. Et c'est vrai que ce qui est important pour moi, c'est qu'il y ait vraiment une plus-value à ce qu'on essaye d'amener et de renforcer, évidemment, et donc pouvoir s'appuyer sur des témoignages très forts, scientifiques, des médecins qui sont basés sur des études aussi, et parfois ce sont des petites choses, on le voit par le témoignage des enfants, simplement réapprendre à bouger un tout petit peu. Alors, les médecins en parleraient évidemment bien mieux que moi, mais réapprendre à bouger, se remettre en mouvement, il y a une perte de confiance au niveau du corps, évidemment, et donc par l'activité physique, mais ça peut être du yoga, ça peut être du stretching, ça peut être toute une série d'activités douces, voire parfois s'ils en ont envie ou s'ils en sont capables, des activités un peu plus physiques, mais ça offre un panel de possibilités qui vont peut-être aussi leur donner envie, quand ils seront peut-être ou soit guéris ou plus à l'hôpital, pouvoir rentrer à la maison, ou bien aussi favoriser des conditions, les enfants qui sont porteurs de handicap aussi. On voit de plus en plus d'initiatives qui leur permettent de continuer à exercer de l'activité physique, et donc peut-être que ça va leur donner envie, en prenant confiance à travers nos activités aussi, potentiellement d'aller s'inscrire dans un club de sport et de continuer cette activité. Et ça, c'est vraiment notre ambition. Et l'ambition aussi, c'est de pouvoir porter un message. Je pense que la place du sport, je crois qu'elle peut avoir beaucoup d'importance dans nos vies. En tout cas, moi, je crois à cet outil tellement puissant. On l'a vu pendant la pandémie, ne fût-ce que nos enfants privés de leurs activités. C'était normal que ça se passe, mais c'est aussi, il y a une question sociale très forte, évidemment, de retrouvailles, de partage, de compétition. Et donc, je pense qu'en Belgique, c'est peut-être pas le pays le plus facile pour porter ce message, mais j'ai en tout cas, j'espère, peut-être encore la naïveté, mais j'y crois vraiment, de pouvoir peut-être continuer à ce qu'on puisse porter ce message et faire évoluer un tout petit peu les choses. Alors, soyons concrets. Votre fondation, elle va aider comment ? Alors là, très concrètement, sur le premier projet ici, sur lequel on est vraiment focalisé presque à 100% aujourd'hui, c'est ce programme Gym Enjoy au CHC, avec une vision évidemment qui sera de le dupliquer peut-être ailleurs, ça ce sera à terme. On veut vraiment que ce projet fonctionne, c'est vraiment presque un projet pilote, et donc on doit s'assurer de son bon fonctionnement pour pouvoir aller le dupliquer ailleurs. Et donc notre rapport concret ici, c'était donc par du mécénat de compétences qu'on a mis en place depuis l'été dernier. Donc on a mis effectivement une personne qui est payée par la fondation, un chef de projet, pour venir structurer davantage le projet, et on a vu l'efficacité de cet apport, et pour les personnes qui travaillent à l'hôpital, c'est un
soutien énorme parce que finalement, on se rend compte que faire communiquer les gens entre eux, c'est quand même tout un challenge aujourd'hui. Mettre les différents interlocuteurs autour de la table, c'est quand même tout un enjeu et tout un challenge. Et ce chef de projet, David, est en train de travailler avec les uns et les autres et de créer vraiment cette coordination qui fait que le projet fonctionne de mieux en mieux. Donc ça, c'était une partie de notre apport et on continuera dans les années à venir parce que je pense qu'on doit s'assurer que le projet soit pérenne. Alors ce sera probablement une aide qui disparaîtra petit à petit parce que le projet va évidemment pouvoir fonctionner de plus en plus tout seul et sera de mieux en mieux rodé. Le deuxième apport concret, il sera aussi financier par rapport à l'infrastructure puisque la Fondation va vraiment être le moteur de financement de ce terrain multisport dont je parlais tout à l'heure. Et donc on a vraiment l'ambition dans les mois qui viennent, par le biais de partenariats, par le biais de différents événements entre écoles de fonds aussi, de se dire qu'on pourra participer grandement à la construction et au financement de ce terrain de sport. Et aujourd'hui, on vous a vu même déjà échanger un peu de sport avec ces enfants malades, leur offrir un sourire. J'imagine que pour vous, ça, c'est une journée bonheur. Ah oui, c'est ce que j'adore. Ça, ce sont vraiment des moments de partage. Ça aurait pu encore durer un moment. J'ai vraiment beaucoup de plaisir. J'ai beaucoup de plaisir parce que ce sont des enfants qui sont arrivés là en se demandant ce qui allait se passer. Et puis, on essayait de les mettre à l'aise, de les mettre en confiance. Et puis finalement, à la sortie, ils nous partagent le fait c'est vraiment chouette le tennis et je pensais que je n'y arriverais pas. C'est toute cette question justement qu'on aime aborder aussi, c'est d'oser, c'est de se dépasser un petit peu et je crois qu'on a passé un moment de partage vraiment merveilleux. Alors je crois que ça a peut-être pu égayer un tout petit peu leur journée. Ce sont les conditions qu'on doit essayer de créer aussi. On voit à travers les activités, la grille d'activités sportives maintenant adaptée qui est prévue pour eux à l'hôpital, on voit que cette structure rassure aussi parce qu'il y a des horaires bien prévus mais qui ne sont pas de l'ordre des soins ou de choses parfois plus difficiles à encaisser pour eux. Et pour moi, très égoïstement, c'est vrai que c'était un grand moment de bonheur aussi. On m'a demandé quand est-ce qu'elle revient, l'infirmière. Ah, c'est vrai, magnifique. C'était comme, on prend des rôles différents comme ça. Aujourd'hui, c'était comme un petit gamin qui a demandé à son papa pour prendre une photo avec Justine Hénin. Donc le papa l'avait emmené près de moi et le gamin avait dit mais non, pas avec la dame qui travaille ici, avec la Justine des photos. Et donc on peut endosser pas mal de rôles différents. Vous êtes dans Showbuzz, surtout ne touchez à rien. Par contre, je vous propose, Yves et Justine, de mettre vos oreillettes dans l'oreille, car une première personnalité, c'est pas n'importe laquelle, c'est juste le président du COIB. Il a un petit message à vous faire passer, Justine. Salut Justine, j'espère que tu vas bien. Écoute, on m'a demandé quelques anecdotes, donc difficiles puisque j'en ai quelques-unes. Je me rappelle la première fois où tu es venu me voir à l'entraînement, au Sartillement, au tout début de ta carrière. Je pense que tu devais avoir 15-16 ans. Un moment fun, l'inauguration évidemment de ton académie où on a fait un shopping avec les frères Taloche, mon frère Pierre Tenis et où on s'est mis un peu au tennis et toi au ping. Et puis grâce à toi, j'ai vécu un de mes meilleurs moments olympiques personnels, puisque au départ, tu devais être la porte-drapeau à Athènes en 2004, et puis finalement, tu avais match le lendemain, où le tirage au sort en a voulu ainsi, et tu as bien choisi, puisqu'on connaît la suite, et donc ça m'a permis d'être le porte-drapeau en 2004 pour la deuxième fois où je m'y attendais pas du tout. On a vécu évidemment ensemble dans les gradins avec toute la délégation, tout ton parcours et ce match incroyable contre Miskina en demi-finale. Alors une petite anecdote, moi je me rappelle t'avoir croisé au pied du bâtiment belge juste avant ton départ pour la finale et tu m'avais demandé, Jean-Mi, est-ce que vous serez au même endroit, dans la même place dans les gradins? Alors on peut le dire maintenant qu'on a fini nos carrières, c'est vrai que les sportifs de haut niveau sont un petit peu superstitieux. Bon, je dois bien t'avouer que j'étais un peu stressé parce qu'au niveau des places, je savais pas si on allait être au même endroit. Mais que cela ne tienne, t'as fait un match incroyable contre Mauresmo pour devenir championne olympique. Et une petite question, puisqu'on est en plein dans l'actualité du tennis, avec un Nadal en début de saison incroyable, et puis qui revient, Djoko qui revient, Alcaraz qui vient de battre et Nadal et Djoko. Alors, quel est ton favori pour Roland Garros? Allez. Alors,
Merci évidemment à Jean-Michel pour ce petit message qui vous a laissé. On répondra à sa question dans quelques minutes tout à l'heure. On parlera Roland Garros bien longuement dans quelques instants. Mais avant toute chose, évidemment, les anecdotes qu'il évoque, j'imagine que ça vous parle évidemment. Et Jean-Michel Seff, c'est plus qu'une histoire sportive entre vous deux. Il y a de l'amitié aussi. Oui, bon, il y a beaucoup de respect, il y a beaucoup d'admiration et c'est toujours un plaisir d'écouter Jean-Mi, de le suivre dans ses nouvelles responsabilités aussi aujourd'hui. Oui, beaucoup de souvenirs. C'est vrai que j'avais l'ambition, parce que moi, comme j'avais l'impression de très très bien jouer au ping-pong quand j'étais gamine, parce que j'avais commencé, alors je ne pourrais pas dire, je vais dire tennis de table, ce sera plus sérieux quand même, mais quand j'étais gamine, c'est par là que j'ai commencé, et donc c'est vrai que je jouais avec des raquettes qui étaient un peu des planches à l'époque, il faut bien le dire, et donc là, il m'avait fait une très très belle raquette, je contrôlais plus une balle, j'étais assez frustrée d'ailleurs, et bien sûr l'inauguration de mon académie, c'est vrai que les frères Taloche a été un très très grand moment, un moment où on a beaucoup rigolé, il y a beaucoup de second degré. Je me rappelais pas par contre que je lui avais demandé s'il serait assis à la même place, mais ça m'étonne pas du tout. Un peu superstitieuse. Oui, comme le dit Jean-Mi, on peut le dire maintenant, il y a quand même pas mal d'années qui ont passé. Mais c'est toujours c'est magnifique de pouvoir entre sportifs créer de l'inspiration, et je pense que lui aussi nous a fait vibrer tellement, et comme Axel Merckx qui a gagné cette médaille de bronze le jour où les Jeux commençaient, pour nous en tant que Belges là-bas c'était merveilleux, donc cette émulation qui est exceptionnelle, et j'en ai beaucoup de souvenirs précieux. Oui. Et pour drapeau, c'est pas un regret de ne pas l'avoir été? Non, pas du tout. Non, parce que j'ai gagné les Jeux, donc c'est encore mieux. Et comme non, bien sûr que j'étais extrêmement fière d'avoir été choisie pour être porte-drapeau. Évidemment, il faut bien imaginer qu'il y a des circonstances et que j'ai pas refusé de porter le drapeau. C'était prévu comme ça, mais effectivement, je jouais le lendemain de la cérémonie, et que moi je revenais en plus déjà de plusieurs mois de convalescence avec mon cytomégalovirus, et on nous avait dit, parce que c'était la première fois que je participais au jeu, que la cérémonie c'était très long, vous pouvez bien l'imaginer, qu'on restait longtemps debout. Carlos, fidèlement protecteur comme à son habitude, on avait discuté de ça, et la logique sportive l'a emporté, c'est sans aucun regret. D'abord parce qu'on a eu un magnifique porte-drapeau qui m'a entre guillemets remplacé, et puis parce que j'ai fait un bon petit chemin aussi à Athènes, et donc j'ai souvent fait des choix sportifs, et donc ça, je peux pas le regretter, mais j'ai été très très fière de défendre les couleurs de la Belgique, ça c'est sûr. Jean-Michel Seff parlait aussi dans son témoignage de l'académie Justine Henin. Yves, c'est l'occasion de passer au thème numéro 2, Justine Henin, la femme active, la femme business. Il y a pas mal de choses à dire, évidemment. Comme d'habitude, Justine touche à tout et fait tout à 100%. Donc, effectivement, votre académie à Limlet, donc, il faut bien dire aux gens qu'il y a 2 projets là-dedans. Il y a le tennis pour tout le monde, et il y a aussi le tennis pour un peu essayer de trouver la future star. On espère belge, mais aussi international. Bien sûr, oui. Je dirais même, il y a d'abord toute la partie club. Donc, c'est un club de tennis avec le fonctionnement d'un club, des membres qui jouent des interclubs, qui jouent des tournois, qui viennent louer un terrain 1 heure en pur loisir. Et puis, il y a l'académie. Et l'académie, c'est la formation, que ce soit des plus jeunes jusqu'aux adultes, loisirs, jusqu'à la compétition nationale et puis la compétition internationale. Donc, on brasse vraiment beaucoup de possibilités. En fait, ça, c'était vraiment ma volonté, c'était de justement sortir de ce côté élitiste, parce que j'ai bien conscience aussi finalement que d'abord j'ai commencé quelque part et c'était vraiment à la base, et puis que si j'ai pu faire tout ce que j'ai pu accomplir, c'est parce qu'il y a le tennis amateur, le tennis plaisir, et pour moi c'était très très important de créer un lieu de convivialité, un lieu de plaisir, un lieu d'apprentissage, mais où il y a des valeurs évidemment qu'on essaye de véhiculer, sans fermer la porte au niveau bien sûr, parce que ça a été aussi une grande partie de ma vie, mais on a quand même affiné maintenant ce projet et on se veut vraiment représenter une académie, être reconnu comme une académie de formation. Ça, on voit une photo là juste là de Carlos Rodriguez qui vous a rejoint l'année dernière justement, quelque part pour boucler la boucle après plus ou moins une dizaine d'années passées à Pékin pour lui, et vous retrouvez le Carlos qui a été si important dans votre carrière, dans votre vie, et qui l'est encore toujours, j'imagine. Alors oui, en sachant pas qu'on s'était perdu de vue pendant quelques années, mais lui vivait à Pékin, moi j'avais repris l'académie à 100% en Belgique, et donc on avait vraiment gardé des liens
lien, mais extra-professionnel. Et c'est vrai que la vie parfois vient vous cueillir comme ça par surprise, parce que son retour, moi je l'avais pas du tout, son retour en Belgique, je l'avais peut-être imaginé, mais le fait que la possibilité de retravailler ensemble, je l'avais pas du tout imaginé. Et puis les choses se sont faites finalement assez vite, et je peux vous dire que ça m'a rendu une énergie à nouveau incroyable, parce que c'est vrai que dans votre vie, vous rencontrez pas non plus énormément de personnes qui ont une influence clé, qui jouent un rôle, avec qui vous partagez des valeurs. On n'a toujours pas besoin de se parler, c'est comme avant, ça n'aura jamais changé, mais sauf qu'aujourd'hui, moi aussi je suis une adulte, et donc notre relation forcément a beaucoup évolué. Et puis il y avait le respect de Carlos par rapport à tout le travail que j'avais fait à l'académie aussi pendant 10 ans, et donc on s'est retrouvés. Aujourd'hui on a un plaisir à nouveau immense à collaborer ensemble, on se complète, et je vais pas dire que c'est encore mieux qu'avant, parce que c'était sur un autre registre, mais autant il y a 12-13 ans, je crois que travailler sur l'académie ensemble, c'était difficile vu notre parcours. Autant aujourd'hui, avec le recul qu'on a pris, c'est que bénéfique, parce qu'on est vraiment une équipe très complémentaire, et qu'il a toujours, à son âge, alors il n'est pas non plus très vieux, mais enfin les années passent, c'est cette passion dévorante qui, moi, m'anime toujours autant, et que j'admire énormément chez Carlos. Donc je crois qu'on est vraiment reparti pour un tour avec la volonté, on est tout à fait en accord là-dessus, qu'on veut former des joueurs, quoi. Je pense que ça, c'est avoir des joueurs de haut niveau déjà professionnels, c'est très sympa, mais il y a aussi des académies qui ont des infrastructures bien plus impressionnantes que les nôtres, et on les accueillera toujours évidemment dans notre base, mais essayer de travailler sur le développement des joueurs depuis le plus jeune âge jusqu'à l'adolescence. Ça, c'est vraiment quelque chose qui nous passionne beaucoup. Alors, vous avez eu Elina Svitolina qui est passée chez vous, Dasha Jamstrenska, un peu Sofia Kostoulas. Et maintenant, vous avez une Danoise là qui est vraiment impressionnante, et par sa taille et par son talent, Clara Towson. Oui. Qu'est-ce que vous pensez qu'elle peut devenir ? Clara, c'est un magnifique potentiel. Ça fait 1 an et demi maintenant qu'elle travaille au sein de l'académie, avec Olivier Jeunhomme, qui a été mon directeur sportif pendant toute la période où Carlos est parti travailler en Chine. Donc ça fait aussi, et on travaillait déjà avec Olivier avant, donc ça fait aussi 15 années. J'aime bien les longues collaborations. J'aime bien inscrire les choses dans le temps, et puis Olivier a eu cette envie aussi, ça a été cette opportunité que Carlos revienne aussi, c'est qu'Olivier a souhaité vraiment aller chercher cette expérience de haut niveau, et donc il a pu le faire avec Diana Jastremska dans la foulée justement de ma consultance pour elle, et puis Clara Towson a souhaité venir s'entraîner, donc sa volonté c'était de pouvoir s'entraîner avec Olivier au sein de l'académie, et que Jonas Wellens, notre préparateur physique, et donc c'est sa base, et puis maintenant elle voyage de plus en plus, que quand on est 30e mondial, on continue à s'entraîner, heureusement, mais donc elle est 10-12 semaines par an en Belgique, donc on peut la voir s'entraîner, la voir travailler, en sachant qu'elle a franchi. Elle vient vous demander des conseils ? Alors je suis quand même assez à distance du projet. Clara est une fille assez discrète. Je pense que plus elle va gravir les échelons, plus je serai évidemment à disposition. De toute façon, elle sait, comme Olivier d'ailleurs, avec qui on a déjà beaucoup échangé sur le projet. De temps en temps, je vais passer ma tête à l'entraînement, mais le projet est très clair, c'est Olivier qui l'entraîne. Carlos et moi, on est là en soutien si Olivier ou Clara a besoin de quoi que ce soit. Et puis, elle est accueillie à la maison, à l'académie, vraiment comme à la maison. C'est sa base. Elle est beaucoup en Belgique, et donc c'est magnifique d'avoir un projet comme celui-là. On veut pas non plus, de toute façon, énormément de projets avec des joueurs qui sont déjà professionnels, parce que je pense que c'est pas là qu'on va pouvoir apporter le plus de plus-value non plus. Je pense que c'est la présence de Carlos sur le terrain, lui qui forme aussi son équipe tous les jours, c'est là où vraiment on est très fort, c'est dans cette capacité justement à mettre les conditions idéales pour le développement du joueur, quoi. Mais c'est beaucoup de travail. C'est pas parce qu'on s'appelle Justine Henin que tout ça fonctionne comme sur des roulettes. On vient de voir que la semaine dernière, Kim Clijsters arrête. Elle est partie aussi aux États-Unis, donc j'imagine que c'est cohérent par rapport à ses décisions. Mais vous, par exemple, est-ce que parce que vous appelez Justine Henin, tout va si vite, ou c'est évidemment beaucoup d'investissement, et est-ce que c'est rentable ? Alors, mes proches vous diront que je travaille dans mon académie depuis. L'académie, elle date de 2006. On a fait des gros travaux en 2007, mais c'est en 2006 que nous l'avons créée. Donc ça commence vraiment à compter. Cette histoire, on sait que c'est un business qui est très difficile. D'ailleurs, on a vu pas mal d'académies ouvrir, fermer. On voit que c'est quand même un business difficile.
on le voit ici encore avec Kim. Il y a des très grandes académies évidemment en Europe avec Mouratoglou, Nadal qui ont créé une concurrence aussi énorme. Mais pour moi, on se situe pas sur ce niveau d'académie. C'est pas, on peut presque même pas nous comparer. Je pense qu'on fait des choses à la fois proches et différentes, et donc il faut rester singulier, en phase. Moi, je veux une structure de proximité. Je veux pas non plus avoir des joueurs. Les joueurs, je veux les connaître. Je veux connaître leurs parents. Nos entraîneurs aussi doivent vraiment avoir une relation privilégiée de proximité, pas seulement sur le terrain, mais en dehors du terrain. Donc il y a cette volonté, voilà, de proximité qui est indispensable. Est-ce que c'est rentable? En tout cas, nous, on l'a vraiment. J'ai réussi à faire en sorte que ce soit tout à fait sain depuis de nombreuses années maintenant. Donc c'est pas ce projet-là qui est mon moteur financier, parce qu'effectivement, sinon j'aurais entrepris d'autres activités. Alors j'ai très très bien gagné ma vie. J'ai la chance que l'argent ne soit pas un moteur. Je suis vraiment guidée par la passion de la transmission. Donc financièrement, ça tourne bien, mais c'est pas là non plus que je vais m'enrichir. Et comme c'est pas mon souhait, ça tombe bien. Moi, je trouve ma satisfaction autrement à travers ce projet. Alors pour combien de temps encore, c'est toujours difficile, évidemment. Hein. J'espère aller le plus loin possible. Tant que Carlos est là, j'ai une motivation énorme. On va essayer de continuer à former des entraîneurs qui pourront prendre un jour aussi un certain relais, parce que les années avancent. Mais on a encore des projets d'investissement, on a des projets de développement. Et bon, donc c'est beaucoup de travail. J'y suis tous les jours, mais si je suis très bien entourée. J'ai une directrice générale aujourd'hui qui a un travail formidable, et j'ai des équipes extrêmement engagées. Et oui, j'ai du plaisir. Quand mes enfants vont à l'académie et disent c'est un peu comme à la maison ici, j'ai du plaisir, parce que, alors c'est vrai que c'est forcément c'est chez moi, c'est un rapport un peu particulier, mais je pense que c'est léger. C'est comme ça que les gens se sentent à l'académie et au club, et ça, c'était vraiment ce que je souhaitais. En ce lundi 9 mai, Justine Hénin est notre invitée à l'occasion du lancement de sa fondation. Trêve de suspense, parce que là, ça fait quand même 10 minutes que Jean-Michel Sèvres a posé la question de savoir quel est votre favori pour Roland Garros. Alors, vous venez de suivre le tournoi à Madrid pour Eurosport, donc forcément, vous avez un avis plus que pertinent là-dessus. On a beaucoup parlé du petit nouveau là qui a étonné tout le monde, Alcaraz. Alors, c'est qui votre favori pour Roland Garros 2022? Alors, je suis toujours... Faut se mouiller là, Justine. Oui, mais je suis toujours très prudente, parce que l'histoire, et Jean-Mi le sait, nous prouve qu'il y a la vérité de terrain, la vérité de l'instant. C'est quelque chose qu'on ne peut pas prévoir. Il y a beaucoup d'éléments qui vont entrer en ligne de compte. Enfin, il a cité 3 noms quand même desquels je peux parler davantage maintenant. C'est Nadal, c'est Djokovic et c'est Alcaraz, évidemment. Nadal, on ne peut pas, de par son palmarès et même de par son début de saison, on ne peut pas ne pas le mettre comme un des favoris potentiels, et peut-être même lui un petit peu plus que les autres, de par tout son vécu à Roland-Garros, avec cette question de la préparation qui est plus courte que d'habitude. Mais Nadal, il va accepter les conditions qui vont être les siennes, il va tout faire pour arriver dans le meilleur état de forme possible, et puis il va composer avec ça. Et là, il est très dangereux, parce qu'il l'a montré aussi à l'Open d'Australie, donc bien sûr, il est un des favoris. Djokovic monte en puissance. Il y a eu beaucoup de choses à gérer, beaucoup de choses à digérer sur le plan émotionnel, mais son expérience est telle qu'il est en train de travailler les bonnes choses ici pour arriver à Roland-Garros, je pense, en pic de forme, en tout cas très tenant très du titre, proche, ne l'oublions pas, tenant du titre, avec l'année passée notamment, en ayant aussi traversé beaucoup de choses pour pouvoir gagner ce titre, et donc on peut imaginer que ça lui a donné beaucoup de confiance. Il est le numéro 1 mondial, on ne peut pas non plus ne pas le mettre parmi les favoris. Et puis Alcaraz, parce que c'est le joueur en forme du moment, mais on ne sait pas comment il peut se comporter sur un format en 5-7 sur terre battue, sur une quinzaine qui est longue. Donc le puncher, celui qui va venir bousculer les codes, ce sera Carlos Alcaraz. Et puis après, il y a l'expérience évidemment des deux autres. Alors pour moi, ça devrait se situer chez un de ces trois-là, mais vous savez que... Mais lequel? Allez, je ne me mouillerai pas davantage. Non, je ne me mouillerai pas. Je ne me mouillerai pas davantage. Nous expliquer peut-être sur Alcaraz, qu'est-ce qui vous impressionne le plus, parce que c'est un jeune, il a 19 ans, il faut quand même bien se rendre compte. Et là, il vient de battre et Nadal et Djokovic, et de gagner le tournoi contre Zverev, qui est quand même aussi le tenant et numéro 3 mondial. Faut pas l'oublier. Qu'est-ce qui vous impressionne le plus chez Alcaraz? Il y a beaucoup de choses qui m'impressionnent chez Carlos Alcaraz. C'est il a 19 ans, mais il fait preuve d'une maturité qui est vraiment déroutante, je dirais presque. C'est vraiment hallucinant. Ici, j'ai eu la chance de commenter beaucoup de ses matchs sur le tournoi de Madrid, et c'est la vitesse de l'apprentissage, en fait. C'est l'ajustement. Vous voyez, de jour en jour, quand on évoquait certaines choses, on voyait que pour le lendemain, il y avait déjà des choses qui avaient bougé, certaines choses qui avaient été travaillées. Et ça, cette capacité d'adaptation en aussi peu de temps, je trouve que c'est assez phénoménal à cet âge-là. Il a un jeu
moi, je pense qu'il va donner envie encore à beaucoup de gens de regarder le tennis parce qu'il a un jeu absolument passionnant. Effectivement, il peut frapper très fort dans la balle comme beaucoup de joueurs, mais il est aussi très créatif. On l'a vu avec ses amortis, son jeu au filet, sa capacité à varier beaucoup au service et sa justesse tactique dans les moments importants. Moi, c'est ça que j'ai trouvé assez épatant. Il est très bien entouré. Franchement, il a un entourage... avec Juan Carlos Ferrero, son coach, c'est une relation qui me parle. C'est moi qui suis restée tellement longtemps avec Carlos, et là on voit, je pense que c'est une histoire qui est partie pour durer. Mais ce qui me plaît par-dessus tout chez Carlos Alcaraz, c'est ce mélange de j'ai de l'ambition, je n'ai pas peur de l'afficher, mais il y a aucune forme d'arrogance, de prétention. Il y a beaucoup d'humilité. Il met beaucoup la valeur du travail en avant, et donc il dit c'est le travail qui porte ses fruits. Il faut que je continue à travailler comme ça. Il faut garder cette vision long terme. Et donc c'est ce mélange d'ambition affichée et qu'il n'a pas peur d'avouer, de clamer, et en même temps cette grande humilité qu'il le met au travail, et ça fait un mélange détonnant. Ce qui est fou quand même, c'est qu'on pense avoir tout vu. On sort d'une génération incroyable avec Federer, avec Nadal et Djokovic, et là on a l'impression de découvrir un gars qui a un tennis encore plus total que les trois mastodontes. Maintenant se pose la question de la durée, parce que ils ont construit un fameux palmarès, les autres. Inévitablement, on va le comparer. Inévitablement, on va lui mettre la pression. Déjà, Roland Garros, ça c'est sûr. Donc, c'est un phénomène là qui arrive. Les attentes vont augmenter. Il y a beaucoup de signes rassurants par rapport à lui. Et je suis pas du tout en train de dire ou de mettre une pression quelconque en disant il va au moins atteindre, gagner 20 grands chelems ou battre des records. On n'en est pas là, et je suis même pas sûre qu'il faille se poser la question aujourd'hui. Des signes très positifs. Par exemple, là, il gagne à Barcelone, il gagne à Madrid, il se met au repos, il va pas jouer à Rome cette semaine, il va se préparer pour Roland Garros à 19 ans, pouvoir prendre, alors que vous êtes dans une spirale très positive. On voit beaucoup de joueurs qui continueraient à jouer, on en a vu d'ailleurs l'année passée, Tsitsipas est un de ceux-là, Roublev a du mal à s'arrêter. Ici il y a vraiment, on lève le pied, ça je pense que c'est un grand signe d'intelligence. Et au niveau du jeu, oui, il me paraît être le plus complet des Nadal, des Djokovic, des Federer. On dirait qu'il y a un bon mélange de Federer-Nadal dans son jeu. Une sorte d'aspiration. Une forme de... Oui, c'est assez... et la comparaison avec Nadal, pour moi, au niveau du jeu, n'est pas... Non, on peut parler de certaines choses en précocité, puis il y a certaines choses dont il s'est beaucoup nourri de l'intensité, de l'énergie de Rafael Nadal. Mais c'est vrai que pour le reste, ils sont éloignés. Par contre, sur la mentalité, sur l'approche... et là, pareil, il a un respect monumental pour Rafael Nadal, mais il n'a pas eu peur de le battre non plus quand il en a eu l'occasion cette semaine, donc il n'est pas effacé. Donc tout ça est prometteur, mais ce qu'ils ont fait en termes de longévité, de remise en question et d'émulation aussi, parce que c'était le fait qu'ils étaient trois aussi, je pense qu'il les a beaucoup aidés, Federer un peu plus tôt que les autres, ça a créé une époque incroyable. Aujourd'hui, ce qui est rassurant, c'est que on va encore vibrer devant un joueur qui va, qui est spectaculaire, à bien des titres, et ça, je pense que c'est... Après, il faudra le préserver, mais il a un entourage qui est là pour ça, et puis il a la tête sur les épaules, le gamin, je pense que ça, on peut être rassuré. Est-ce qu'on peut dire que c'est votre coup de cœur actuel ? Oui, mais ce sera le coup de cœur de beaucoup de gens. Je pense qu'il réunit beaucoup de facteurs. Et Djokovic le disait, il a à la fois un potentiel tennis, il va plus qu'un potentiel. Il joue déjà un tennis avec beaucoup d'armes différentes. Et en plus, c'est un gars sympa, et en plus, il a des chouettes valeurs. Donc forcément, je crois qu'il est parti pour être un chouchou. Après, c'est vrai que Roland Garros, ce sera un premier vrai challenge. Il y en a déjà eu et il les aime. On a vu qu'il en avait relevé pas mal. Là, la tension, elle va grandir évidemment. Alors, il peut compter sur l'expérience de son entourage aussi pour l'aider à traverser tout ça. Vous avez cité les grands noms. Un outsider, la carte joker de Justine Henin. C'est difficile à dire parce que j'ai vu beaucoup de joueurs effectivement ces derniers temps, et je n'en vois pas un vraiment qui pourrait aller bousculer cette hiérarchie-là pour Roland Garros. Alors on peut parler de Tsitsipas, Zverev, bien sûr, sont des joueurs qui peuvent jouer un tennis exceptionnel. Tsitsipas à la base pourrait être celui, à mon avis, finaliste l'an dernier, vainqueur ici à Monte-Carlo, mais on l'a vu encore cette semaine, un peu trop gentil, il y a un manque de fermeté, on sent qu'il y a quand même de gros passages à vide. Alors il peut-être corriger ça, sur une quinzaine, ce n'est pas inenvisageable. Moi j'adore le style de jeu de Stefanos Tsitsipas, j'aime beaucoup.
Chez les plus jeunes, on peut penser à Sinner encore, on peut penser à Auger-Aliassime, mais ça me laisse le sentiment d'encore un peu de fragilité sur des rendez-vous aussi importants. Mais bien sûr qu'il y aura des surprises, c'est inévitable parce que c'est comme ça. Et c'est le Roland-Garros le plus ouvert quand même qu'on ait connu depuis très longtemps, où pendant des années, quand on nous posait la question de savoir si Nadal était bien le grand favori, il était le grandissime favori. Cette année, il est un des favoris un petit peu moins que les autres années. Parlons un peu du tennis féminin. Oui. Voilà, on a aussi là un tournoi super ouvert, à part peut-être Iga Swiatek qui, ces derniers temps, a un peu éclaboussé tout le monde. On a un peu l'air de dire faute de concurrence. Oui, à mon grand regret, je ne peux que l'admettre. Quand je pense Djokovic, à Nadal, ils doivent être tellement heureux de sentir qu'il y aura une relève aussi derrière eux. Moi, je pense que c'est plutôt rassurant. Ils ont porté beaucoup ce tennis masculin, et là, ils voient qu'il y aura une continuité. Et quand on a écrit une page de l'histoire comme eux, je crois qu'ils peuvent être ravis vraiment de savoir que il y aura Alcaraz, mais il y en aura d'autres aussi qui vont prendre le flambeau. Peut-être pas avec la même régularité, mais quand même. Ici, dans le tennis féminin, c'est très aléatoire. Franchement, celui qui peut lire ce qui est en train de se passer maintenant depuis plusieurs années, c'est quand même très difficile à lire. Il y a beaucoup de changements, il y a beaucoup de filles différentes qui gagnent. Ça donne des idées à pas mal de joueuses, puisqu'il y en a beaucoup qui gagnent. Tout le monde se dit, moi aussi, je peux le faire maintenant. Donc, c'est beaucoup plus décomplexé, je pense, qu'auparavant aussi par rapport à ça. La pandémie qui a amené un contexte émotionnel un peu compliqué pour pas mal de joueuses aussi. Et je pensais qu'on avait une patronne avec Osaka. Je pensais qu'on avait une patronne avec Barty. Aura-t-on une patronne avec Swiatek ? Je l'espère. Vraiment, je pense que de toutes les joueuses aujourd'hui, c'est celle qui, à mon sens, essaye d'inscrire les choses avec le plus de stabilité possible. Et après, il y a une question générationnelle aussi, il y a la question de la communication, il y a la question des sollicitations, tout ça prend, il y a la question évidemment des réseaux sociaux, tout ça prend beaucoup d'énergie aussi aux joueuses, il y a tout le rapport à l'image, et donc on voit que ça prend de plus en plus de place aussi, et donc les priorités parfois changent un petit peu par rapport à avant, même si je n'aime pas parler comme ça, où les priorités étaient peut-être encore plus sportives qu'elles ne le sont aujourd'hui. Donc un Roland-Garros difficile à lire, Swiatek, favorite, grandissime favorite, mais à nouveau, on a été surpris à plus d'un titre maintenant depuis de nombreuses années, donc on va quand même laisser une porte ouverte aussi là. On va vous laisser dire le nom de la gagnante de l'année dernière. C'est Barbara Krejcikova. Oui, et en plus, c'était un grand moment d'émotion pour moi parce que j'ai eu la chance de l'interviewer. En fait, j'ai réalisé que j'étais son idole, ou en tout cas une de ses idoles. Yana Novotná. Ouais, mais c'est toujours émouvant en fait. D'abord parce que maintenant les plus jeunes joueuses vont commencer à ne plus me connaître. Je vais avoir 40 ans cette année, vous l'avez dit, et que c'est toujours émouvant d'être une source d'inspiration. Moi, Steffi Graf, ça m'a donné envie de jouer au tennis, de gagner des titres. Stéphane Edberg aussi. C'est vrai que quand j'ai rencontré Steffi Graf pour la première fois, d'abord dans un avion, je n'ai pas osé aller lui parler, elle n'a jamais su que j'étais là. Et ensuite, pour un partenaire, j'étais déjà numéro 1 mondial, mais j'étais la toute petite fille de 5 ans qui avait les jambes qui tremblaient devant son idole. Et Krejcikova, on a un peu vécu le même moment l'année passée, sauf que j'étais son idole. Et donc, oui, ça m'a beaucoup touchée. Et c'est vrai qu'en plus, elle a eu un parcours remarquable l'année passée, où elle est allée le chercher, où elle a été assez régulière dans totalement les mois qui inattendu. ont suivi. Inattendu, mais après elle a confirmé. Ouais, exactement. Après, je pense qu'il faut aussi des vraies rivalités. Ce qui manque, c'est, on l'a vu là même déjà chez les hommes, il y a déjà des Tsitsipas Rublev par exemple, il commence à y avoir pas mal de confrontations entre ces deux-là. C'est ce genre de choses aussi qu'il faut chez les filles, qui nous manque un petit peu, oui. Nous allons évidemment aussi parler des chances belges, s'il y en a, Roland Garros. Mais avant toute chose, on va quand même donner la parole aux Belges masculins. Je parle évidemment, qui a vraiment réalisé l'histoire belge à Roland Garros, évidemment, Philippe Devulf. Bonjour Justine, il y a 25 ans, moi j'étais en demi-finale de Roland Garros. Toi, tu as remporté le titre de tournoi junior. C'était un grand moment pour moi, un grand moment pour toi, un grand moment pour le tennis belge. Je me rappelle que je suis venu voir un de tes matchs, je ne me rappelle plus contre qui c'était, mais là, tu as déjà montré que tu étais parti pour avoir une carrière fabuleuse. Est-ce que à ce moment-là, tu te rendais compte que tu étais parti pour une super belle histoire du sport belge? Ça avait l'air, mais je ne sais pas si toi tu le sentais aussi. On parle d'il y a 25 ans, Justine. Et oui, je m'en rappelle très bien, parce que moi j'étais dans le stade pour la demi-finale, et avec Olivier Rocus, qui était là aussi.
Et c'est vrai que c'est un souvenir magique pour moi, Roland Garros Junior, parce que c'est vrai que j'avais déjà l'impression d'atteindre quelque chose, parce qu'il y avait cette promesse évidemment faite à ma maman, mais pas seulement. J'aimais Roland Garros. Je regardais Roland Garros depuis que j'étais gamine à la télévision. Vous aviez 15 ans, Justine. Ouais, c'est ça qui est aussi dingue de penser. 15 ans. Oui. Et j'avais examen de chimie, je me souviens. J'étais en 4e année secondaire à ce moment-là. Avec une coiffure aussi extraordinaire. Extraordinaire, oui. Alors, il faut pas. C'est vrai. Je peux pas de toute façon. Un grand moment de votre carrière. Un grand moment de ma carrière. Il y a des photos qui circulent. Mais c'est bien de se rappeler tout ça. C'est magnifique de voir toutes les périodes de vie qu'on peut traverser. Est-ce que vos enfants ont vu ces photos-là, par exemple? Roland Garros Junior, je ne pense pas, mais elle qui est assez intéressée par la mode, la coiffure, tout ça, c'est vrai que je pourrais lui montrer toutes les étapes par lesquelles je suis passée. Je vais y penser. Mais non, et donc j'avais examen de chimie le lundi après ma finale. C'est vrai que c'était un moment assez magique parce que j'étais encore une ado et en même temps, j'étais allée vraiment chercher ma chance. Et puis Philippe de Wulf, que nous avions eu l'occasion de voir jouer, on avait suivi son parcours. Il faut rappeler que le tennis belge venait de quasi nulle part. On avait eu Sabine Appelmans, Dominique Monami en quart de finale à l'Open d'Australie. Oui. Philippe de Wulf, je pense, a fait le buzz total et a amené alors après cette fameuse génération dont vous faites partie avec Kim Clijsters et après David Goffin et Elise Mertens. Ça nous a bien inspiré. Sur 20 ans. Est-ce que je savais à ce moment-là, en tout cas pour répondre à la question de Philippe, est-ce que je savais, j'en avais très envie, oui. Je pense que j'ai toujours eu au fond de moi cette conviction que j'allais y arriver, mais en même temps j'avais cette conviction et ma nature elle est plutôt de douter beaucoup, mais c'est aussi une de mes qualités, c'est que je remets sans cesse les choses en question, parfois beaucoup trop, mais c'est comme ça fait partie de mon caractère. Mais j'avais cette conviction, et puis Carlos à côté de moi ne cessait de renforcer aussi cette confiance, et donc je ne savais pas jusqu'où j'allais aller à ce moment-là, mais en tout cas gagner Roland Garros chez les grandes, oui, ça c'était vraiment un objectif, et je pense que j'ai été habitée par cette envie. En tout cas, à ce moment-là, je voulais continuer ma route. Et ce qui est merveilleux, c'est entre gagner Roland Garros Junior et gagner Roland Garros chez les grandes, j'ai arrêté les juniors très tôt, puisque cette année-là, j'avais 15 ans, j'ai plus joué que Wimbledon et l'US Open. Et puis, Carlos a décidé que j'irais jouer très vite des tournois futurs, des $10,000 pour me lancer petit à petit sur le circuit. Et là, il y a eu quelques mois de galère aussi, passer de gagner un Grand Chelem Junior, où on est quand même dans des conditions un petit peu déjà des joueurs professionnels, à partir jouer un peu partout sur des terrains parfois qui sont loin d'avoir la qualité de ceux de Roland Garros. Et ce sont aussi des souvenirs que j'évoque beaucoup aux jeunes de l'académie, parce que tout ne se fait pas comme ça du jour au lendemain, c'est beaucoup de travail, et ce sont des merveilleux souvenirs. J'ai des souvenirs avec Carlos en Croatie, où je jouais parfois 5 tours de qualif, je me qualifiais pas contre Nadia Petrova, 2 semaines d'affilée, c'est un souvenir très net, et il fallait repartir au travail et au combat, et heureusement c'est une transition qui n'a pas été trop longue pour moi, mais oui, ça a été beaucoup de travail. En 2022, quel sera le Belge, homme ou femme, qui sera le Philippe de Wulf de 1997? On l'espère. On espère qu'il y en aura un. Alors, j'ai quand même envie de parler de David Goffin, évidemment, parce que David nous a déjà fait beaucoup vibrer. Je pense que le fait d'être, la manière avec laquelle il a exploité son potentiel quand il a atteint les sommets, quand il a atteint son meilleur classement, la finale du Masters, les finales en Coupe Davis, dans le top 10, effectivement, je pense qu'on avait appris la mesure de ce que ça signifiait dans un tennis masculin très fort. Alors après, on peut toujours dire oui, mais il a pas assez de mordant. Il est comme il est, David, et c'est sa personnalité. Et bien sûr que on a le sentiment, parfois, on l'a vu encore contre Nadal cette semaine, qu'il faut, en étant un peu plus hargneux, il pourrait peut-être provoquer encore un peu plus de victoires. Mais je pense qu'il y a une chose aussi dans un tennis masculin ultra puissant, il a à être bien physiquement. S'il veut vraiment pouvoir être performant, il doit très bien bouger, il doit prendre la balle tôt. Et pour ça, il faut vraiment être affûté. Quand les blessures s'en mêlent, il avait aussi beaucoup joué pendant plusieurs années, donc il y a eu pas mal de changements autour de lui, les blessures à répétition, et donc oui, voir que les derniers mois tellement loin de son niveau, tellement loin de ses possibilités, c'est toujours triste évidemment de voir un athlète qui est en difficulté. Alors là, le voir remonter petit à petit la pente, mais j'ai pas envie de mettre une pression quelconque, parce que
C'est les demi-finales dans un grand chelem, c'est une possibilité, puis c'est loin aussi, quoi. Et après, il y a des surprises, il faut savoir saisir les opportunités, il peut toujours se passer beaucoup de choses, mais il faut de toute façon continuer cette reconstruction à travers le plaisir aussi, le plaisir du jeu, retrouver ce plaisir, être en bonne santé, et le reste suivra. Et David marche quand même à la confiance, hein. C'est un joueur qui a besoin de se prouver éternellement qu'il sait jouer au tennis, alors qu'on le sait tous, mais il n'en est pas tout le temps persuadé, on a l'impression. Et ici, ok, il n'y a pas il lui a manqué la victoire contre Nadal, mais il a quand même eu 4 balles de match, un match abouti. Oui, c'est très rassurant quand même. C'est très rassurant, c'est très positif. Après, sur cette conviction, moi j'ai dû lutter longtemps contre ça, vraiment, de me dire, allez, je peux être en concurrence avec des Serena Williams, avec Kim, avec d'autres. Aussi, dans un tennis féminin, où il y avait énormément de concurrence. Et Carlos a dû me bousculer. Pourquoi on a si mal alors que vous voyez moi, j'ai jamais été persuadée que je pouvais gagner Wimbledon, et c'est pour ça que je ne l'ai jamais gagné, pas parce que je n'en avais pas les moyens. Et donc tout le travail sur la confiance en soi, ça mériterait une émission entière, ça. Donc et c'est vrai que c'est souvent une des clés. Et c'est vrai que là, en commentant David, je presque depuis ma cabine, envie de le pousser encore davantage. Mais il est en bonne voie, c'est rassurant. Pouvoir enchaîner les semaines, ce serait important, même au-delà de Roland-Garros, évidemment, qui sera qu'une étape pour lui. Et toi, David Dauphin joue bien, c'est quand même très beau à voir aussi. C'est très beau, oui. Moi, j'aime beaucoup cette vivacité, cette intelligence de jeu. Il y a vraiment, quand on parle d'exploiter son potentiel, jouer sur ses forces, il y a des joueurs qui montrent ça très très bien, qui sont dans des styles parfois un peu différents aussi. Regardons un Schwartzmann qui est quand même petit sur le circuit, qui se bat avec un service quand même une qualité moyenne par rapport au circuit masculin. Et dans le cas de David, pour d'autres raisons aussi sur le plan physique, c'est pas le plus puissant. Moi, j'aime bien voir ces joueurs qui jouent justement avec leur qualité et qui cherchent pas à être en concurrence tout le temps. De toute façon, ça ne sert à rien quand on n'a pas les mêmes armes. Il faut jouer avec ses armes, avec ses forces. Et bien sûr que c'est très très beau à voir, oui. Côté féminin, Elise Mertens. Là, on n'a plus beaucoup de renseignements sur elle, puisqu'elle a été blessée à la jambe. Qu'est-ce que vous pensez de la carrière d'Elise, qui a quand même fait une demi-finale, il ne faut pas l'oublier, à l'Open d'Australie, qui est quand même, on va dire, régulièrement dans le top 20, et qui, en Grand Chelem, atteint toujours minimum le 3e tour, ce qui est quand même une qualité. Oui, mais elle a beaucoup de régularité, donc je le salue, évidemment. Moi, je pense quand même que le choix de continuer en double, c'était peut-être quand même une option délicate, à mon avis, parce qu'à un moment donné, pouvait pas être sur tous les fronts et que parfois pour franchir certains caps il faut renoncer aussi à d'autres choses. Après je respecte, hein, évidemment, moi je suis pas dans l'intimité, je ne connais pas bien, même pas du tout personnellement Elise Mertens, donc je ne regarde ça que de l'extérieur. Elle peut vraiment se targuer d'avoir une carrière où elle est assez régulière, alors que beaucoup de joueuses ont des carrières en dents de scie. Maintenant il manque un petit peu le coup d'éclat dans des moments où ça devient des moments un petit peu délicats, où il faut sortir le bon match au moment important, sous pression. Là, ça a souvent été plus compliqué. Il n'empêche que être de manière régulière dans le top 20, c'est déjà évidemment quelque chose d'exceptionnel. Mais si on se demande pour aller plus loin, il manque aussi cette petite audace dans les moments importants. Carlos Alcaraz a beaucoup parlé d'audace cette semaine. Je veux oser, je veux y aller pour n'avoir aucun regret, me dire que c'est moi qui ai tenté, qui ai maîtrisé les choses. Et c'est vrai que dans le cas d'Elise Mertens, j'ai le sentiment parfois qu'on en garde un petit peu par crainte sous la pédale dans les moments importants, et c'est ce qui fait, à mon sens, qu'elle ne peut pas franchir peut-être un cap supplémentaire, en sachant que je salue bien sûr la régularité de ses résultats. Roland Garros, vous allez le commenter cette année pour France Télévisions. On va parler maintenant de votre carrière comme consultante TV. Alors j'ai eu l'occasion ici ces derniers jours de vous entendre à Madrid sur Eurosport cette fois-ci. On a l'impression, c'est moi qui le dis, et j'ai aucun problème, je l'assume, que vous prenez votre pied. Est-ce que c'est le cas ou pas ? Oui, je m'amuse beaucoup et de plus en plus. C'est vrai que c'était un métier nouveau pour moi il y a quelques années. Puis quand j'ai mis un pied dans le monde de la consultance télé avec France Télévisions, parce que c'est eux qui m'ont fait confiance au départ sur Roland Garros. J'étais beaucoup en plateau, beaucoup lors des émissions, beaucoup sur la terrasse de Roland Garros, et c'est vrai que c'est très chouette avec Laurent Luyat, parce qu'on parle de tout ce qui se passe, et j'aime beaucoup la première semaine où on parle d'énormément de matchs, il faut suivre beaucoup de choses, et j'aime cet exercice-là. Puis petit à petit, c'est vrai que j'ai demandé à pouvoir passer un petit peu plus aux commentaires, qui est un exercice qui est totalement différent, et ça
ça m'a plu, mais je sentais qu'au départ, c'était un exercice moins facile pour moi. J'ai commencé à prendre un peu plus d'expérience, et puis depuis que Eurosport m'a fait confiance, où là, je commande de plus en plus de matchs, la pratique, forcément, amène beaucoup de choses. C'est comme dans tout, il faut pratiquer pour se sentir plus à l'aise, pour apprendre à doser. C'est vrai que c'est un exercice tout à fait différent, mais j'aime observer le tennis avec un regard maintenant extérieur, vraiment avec du recul émotionnel aussi. J'aime avoir cette chance de pouvoir garder un pied dans ce monde-là aussi, qui m'a tellement apporté. Puis j'aime le jeu, et j'aime essayer, alors parfois on a des bons jours, parfois on a des moins bons jours, mais j'aime essayer en tout cas de transmettre ce qui est en train de se passer, et c'est une question de dosage aussi. J'ai encore beaucoup d'apprentissage à faire, mais et j'apprends beaucoup avec les journalistes avec qui je travaille, avec les autres consultants aussi qui sont mes collègues, et effectivement j'aime beaucoup ce que je fais, parce que c'est en lien avec mes autres activités de transmission en fait. Ça rejoint vraiment un peu ce que j'ai envie de faire maintenant dans ma vie après tennis. Oui, dans votre organisation horaire, journée, mensuelle, parce que vous commentez de plus en plus de matchs par rapport au début, est-ce que tout ça se met bien en place ? Je suis quelqu'un d'active, ça c'est sûr. Je pars plus ou moins 8 à 10 semaines par an pour la consultance télé. Donc je fais 3 grands chelems, et puis je fais après quelques Masters 1000 maintenant aussi pour Eurosport. Mais ça me donne l'occasion, j'avais contacté d'ailleurs France Télévisions, et avec Eurosport c'était très clair aussi que je ne lâcherais pas France Télé, parce qu'ils m'ont fait confiance aussi depuis le départ et que j'aime beaucoup travailler avec eux. Et donc j'avais contacté France Télé pour être sûre, même si c'était prévu contractuellement, je pouvais travailler pour une autre chaîne, mais je voulais que tout le monde soit à l'aise en fait par rapport à ça, et en fait tout le monde a vu ça comme une opportunité, parce que plus je commande du tennis, plus j'arrive sur Roland-Garros aussi avec davantage de connaissances. Là j'aurais vu vraiment beaucoup de matchs avant d'arriver à Roland-Garros, et ça pour moi c'est important. Je reste une bosseuse, donc si j'accepte une mission comme celle-là, j'ai besoin d'être au contact. En voyant plus de matchs, c'est beaucoup plus simple pour moi. Alors j'ai aussi checké les réseaux sociaux ces derniers jours pour voir un petit peu ce qu'on pensait de Justine Hénin, consultante TV, et je pense que c'est un 100%. Les messages sont vraiment très très positifs. Ça, vous faites attention à ça ? C'est quelque chose qui vous touche, ou je vous l'apprends ? Non, ça me fait plaisir. Alors non, d'abord j'ai des comptes sur les réseaux sociaux, mais c'est pas moi qui les gère, et je ne vais lire aucun commentaire. De toute façon, je suis pas très réseaux sociaux. Un peu vieille, Justine ? Oui, c'est ça doit être l'âge. Non, je pense que la critique, elle est toujours nécessaire, mais je pense aussi qu'il y a parfois des commentaires virulents en fait qui ne font pas avancer, et que parfois il y a des choses isolées. Donc c'est aussi le cas durant votre carrière. Oui, vous n'avez jamais, moi j'ai été assez vous avez été par ça, parce adoré que et aussi de temps en temps détesté durant votre carrière. C'est le principe, c'est le jeu. Mais Carlos me disait toujours, même par rapport à la presse, qui a toujours été plutôt vraiment bienveillante à mon égard, mais après, voilà, quand on passe à côté, on passe à côté. Et Carlos me disait toujours, si tu lis un article, c'est un set de perdu. Et en fait, c'était plutôt mathématiquement juste ce qu'il me suggérait, parce que ça ne fait pas tellement avancer. En fait, ce qui est important, c'est que, alors bien sûr que je demande parfois aux journalistes, je demande à ma direction d'avoir un feedback, d'avoir un retour. Je reçois des messages, et mes proches qui me partagent des choses par rapport à ça, et c'est ça qui me permet aussi d'évoluer. Mais je ne suis pas, j'essaie de faire mon truc le mieux possible, de me donner à fond comme je l'ai toujours fait. J'écoute ce qu'on me dit, bien sûr, mais par contre je vais pas chercher ce retour, parce que je n'ai plus tellement à me rassurer. Par contre, j'ai envie de progresser, d'évoluer, bien sûr. C'est pour ça qu'il me faut un minimum de feedback, mais je crois que j'ai aussi passer le temps de vouloir plaire à tout le monde. Je me rends compte que on essaie de faire les choses le mieux possible. Ça me fait très plaisir ce que vous me partagez là, de savoir que ça puisse plaire aux gens, dans le sens où les commentaires, c'est vrai que c'est un exercice particulier, et donc on peut vite être agacé par un commentateur. Bon, là manifestement j'ai la chance de plutôt bien passer. Je le prends comme quelque chose d'extrêmement positif, évidemment, aujourd'hui. Et question clin d'œil, vous officiez sur France Télévisions, sur Eurosport. Laurent Brevier, Benjamin de Senac ne sont pas trop jaloux ? Non, je pense pas. En tout cas, ils me l'ont jamais partagé. Non, j'essaye. Pour moi, ce qui compte, quelle que soit la chaîne, c'est de véhiculer ma passion, de toute façon. Donc, et puis, j'ai déjà eu l'occasion aussi de commenter, de faire beaucoup de choses aussi avec la RTBF, pour la RTBF. Donc, je crois qu'il n'y a pas de problème à ce niveau-là, et tout le monde peut comprendre aussi. Puis, j'ai beaucoup plus de possibilités de travailler davantage. Et donc, comme je le disais, plus je commande des matchs, mieux c'est pour moi. Donc, c'est
c'est positif pour tout le monde. On arrive tout doucement à la fin de cette émission. Nous avons un tout dernier témoignage à vous soumettre. Je vous invite à mettre directement vos écouteurs parce qu'il est très très court et il ne faudra pas louper la question. Superbe souvenir, j'en ai plein, tes victoires en Grand Chelem, tes victoires partout. Mais le meilleur souvenir que j'ai avec toi, tu ne m'en voudras pas, c'est quand on a joué l'un contre l'autre à Rochefort. Je menais 3-2, j'ai décidé d'arrêter, comme ça je peux dire à tout le monde, dans le monde entier, que Justine Henin ne m'a jamais battu. Patrick Caumont, qui est votre... Sur abandon, c'est moche quand même. Il a l'air de faire le malin quand même. Attention. Ouais, il peut parce qu'il m'avait posé des problèmes ce jour-là. Mais je m'en souviens très bien et c'est un très bon souvenir. J'ai toujours eu beaucoup de plaisir à lire Patrick. Je le lis encore aujourd'hui. Puis c'est quelqu'un qui a toujours senti, bien perçu ma sensibilité. Auteur de votre première biographie avec lui. Tout à fait. Il avait écrit ce livre. Oui, c'est un amoureux du tennis aussi. Il connaît bien le tennis. Et puis, la passion, c'est toujours un moteur. Bien sûr, oui. Et c'est vrai que puis il y a toujours beaucoup de respect. Il y a toujours beaucoup de respect avec Patrick. Et même encore aujourd'hui, je trouve qu'il a une très belle plume. Et c'est vrai que c'est toujours une joie de lire ce qu'il partage aujourd'hui. Oui. On arrive à la fin de cette émission. Le générique de fin retentit. Yves, je vous laisse le mot de la fin avec Justine. On rappelle que vous inaugurez ou vous lancez en tout cas votre nouvelle fondation aujourd'hui. Justine, je voulais simplement dire merci, parce que c'est important de se le dire, merci. Merci et toujours de partager ces moments-là. Je te retrouve tel que je t'ai connu, toujours à 100%. Et je crois que tu n'as jamais lâché quelque chose dans aucun match et tu n'as jamais rien lâché maintenant dans ta nouvelle vie. Et je te souhaite vraiment beaucoup de réussite avec cette nouvelle fondation que tu lances aujourd'hui. Merci beaucoup, merci pour votre invitation et de nous donner l'occasion de parler de ces projets-là. Et puis j'espère qu'on aura réussi à partager pas mal de choses aujourd'hui. Et donc j'ai noté, Justine, on vous retrouve très bientôt dans ce studio pour une émission spéciale Confiance en soi. Exactement. On est d'accord, c'est noté. C'est passionnant aussi. On prendra des experts quand même là. À très bientôt, merci beaucoup et bon Roland Garros. Merci beaucoup. Merci Justine.